En dépit de quelques importantes manifestations qui lui ont été consacrées, notamment pour le centenaire de sa naissance, celui de son succès à isoler le fluor, et plus près de nous en 2006, celui de son prix Nobel, Henri Moissan est mal connu, voire inconnu, du plus grand nombre. Voilà qui peut paraître bien étrange si l'on considère le nombre et l'utilité des applications actuelles et en développement de ses multiples travaux, ainsi que l'élan que ses recherches et son enseignement ont donné à la chimie minérale. Henri Moissan naît à Paris le 28 septembre 1852 et décède à 54 ans d'une crise d'appendicite aggravée le 20 février 1907, 2 mois après avoir reçu le prix Nobel. Une vie beaucoup trop courte, mais tellement riche. La famille Moissan était de condition modeste. Son père était employé des chemins de fer de l'Est et sa mère exerçait la profession de couturière. En 1864, la famille quitte Paris pour Meaux, où se déroule l'adolescence du jeune Henri. Il étudie au collège de Meaux et le quitte en 1870 avec pour seul diplôme le certificat d'études professionnelles. Il entre alors comme apprenti horloger, toujours à Meaux. En 1870, la famille Moissan retourne à Paris et lors du siège de la capitale, cette même année, le jeune Moissan, âgé alors de 18 ans, est incorporé. Après la signature de l'armistice, Henri Moissan entre à partir du 1er février 1871 comme stagiaire à la pharmacie Baudry, rue Saint-Martin à Paris, afin de préparer un diplôme de pharmacien de 2e classe, seul accessible aux étudiants non bacheliers. Un de ses amis meldois, devenu parisien, Jules Plic, élève de l'école de chimie expérimentale, ouverte en 1864 par Edmond Fréry au Muséum national d'histoire naturelle, va avoir une influence décisive sur l'orientation de la carrière d'Henri Moissan et sur la naissance de sa vocation de chercheur. Passionné de chimie, Henri Moissan rejoint quelques mois son ami, puis s'inscrit au laboratoire du professeur de Hérin, où il entreprend des recherches de physiologie végétale, tout en poursuivant son stage à la pharmacie Baudry. En 1874, à 22 ans, il communique ses premiers résultats sur l'absorption de l'oxygène et l'émission de gaz carbonique par les plantes maintenues à l'obscurité. En même temps, il passe avec succès son baccalauréat afin de pouvoir conquérir des grades universitaires. Et en 1877, il obtient le titre de licencié ès-sciences. Cette année marque un nouveau tournant dans sa carrière. Tout en maintenant le niveau de ses compétences en physiologie végétale, il s'engage dans la voie de la chimie minérale. Ces années sont difficiles pour lui. Ses seuls subsides étant les leçons qu'il trouve à donner jusqu'à la rentrée universitaire de 1879, date à laquelle il obtient un poste de répétiteur de physique à l'Institut agronomique. Professeur agrégé en 1882 à l'École supérieure de pharmacie de Paris, il présente une thèse intitulée « Série du cyanogène ». Cette même année, il épouse à Meaux Marie-Léonie Lugan, fille d'un pharmacien de cette ville. En 1884, Henri Moissan porte ses efforts sur l'isolement du fluor, qu'il obtient pour la première fois le 26 juin 1886 par l'électrolyse de l'acide fluorhydrique. C'est l'un des problèmes les plus difficiles de la chimie minérale qui vient de recevoir une solution. Le prix Nobel de chimie va couronner ce grand succès. Le fluor est un élément chimique qui était déjà connu, mais qui n'avait pas encore été isolé. Pour ses travaux, Moissan a réalisé l'électrolyse du fluorure d'hydrogène à basse température, de façon à ce qu'il soit liquide, en présence de fluorure de potassium, pour rendre la solution conductrice. Il a obtenu, après divers essais, un dégagement gazeux à chacune des électrodes de la cellule d'électrolyse, un dégagement d'hydrogène à l'une des électrodes, un dégagement de fluor à l'autre électrode. Cet isolement s'est produit en juin 1886. L'Académie des sciences désigne une commission pour vérifier l'expérience et Moissan, pour réaliser cette nouvelle expérience, purifie beaucoup son fluor d'hydrogène et l'électrolyse devant la commission ne se produit pas. Il pense alors que son fluor d'hydrogène
trop pur ne peut pas conduire l'électricité et qu'il faut y rajouter du fluorure de potassium qui rend la solution conductrice. Et à ce moment-là, eh bien, l'expérience réussit et finalement, il obtient donc un dégagement de fluor. Jusqu'en 1891, ses recherches porteront exclusivement sur l'étude du fluor, de ses propriétés et de ses dérivés. Les titres et les nominations se succèdent. Henri Moissan devient en 1887 professeur titulaire de la chaire de toxicologie de l'École supérieure de pharmacie de Paris jusqu'en 1890. Date de sa nomination à la faculté des sciences de Paris à la Sorbonne. Les nombreuses recherches d'Henri Moissan, qui était un scientifique à l'esprit large, ont encore à l'heure actuelle un impact sur notre vie quotidienne. Le fluor, toujours préparé selon la méthode Moissan, avec quelques améliorations techniques dans le procédé, est utilisé, ainsi que ses dérivés, dans les industries pharmaceutiques, nucléaires, aéronautiques et bien d'autres. Le four électrique a ouvert le domaine de l'électrométallurgie et de l'aluminothermie, ainsi que celui de l'acétylène. La synthèse du diamant, qui fut finalisée en 1953, permet de produire des tonnes de diamants artificiels dont ont besoin des industries aussi variées que l'automobile, l'aviation, le forage du pétrole, la chirurgie, la cybernétique, la conquête spatiale. Mais aussi en bijouterie avec la moissanite. Plus de 300 publications d'Henri Moissan ont été recensées. Les plus importantes étant le four électrique, 1897, le fluor et ses composés, 1900, et le traité de chimie minérale. Cet humaniste érudit était un grand amateur de peinture. Il rassembla une très importante collection de tableaux de maîtres contemporains que son fils, Louis, légua à la ville de Meaux et qui constitue la quasi-totalité du fonds de peinture du XIXe siècle de son musée des Beaux-Arts. Il a également très activement participé à la vie universitaire et académique, ainsi qu'aux problèmes d'urbanisme de la ville de Meaux, à laquelle il était resté très attaché. Henri Moissan, au dire de ses nombreux élèves, était un excellent professeur. Ainsi, Charles Moureux dit de lui qu'il savait à un rare degré intéresser son auditoire en l'instruisant. Il avait le don de simplifier les questions les plus ardues et les plus compliquées et de les présenter sous une forme claire, élégante et concise. Il savait être, le cas échéant, gai ou grave, plaisant ou pathétique, spirituel, pittoresque. Le 10 décembre 1906, 2 mois avant sa mort, Henri Moissan reçut à Stockholm le prix Nobel de chimie, le premier qui ait honoré un savant français. Dans son éloge, le professeur Classon, président de l'Académie royale suédoise des sciences, résume l'essentiel de l'œuvre de notre premier pharmacien nobélisé. J'en cite un extrait. « Le monde entier a admiré la grande adresse expérimentale avec laquelle vous avez isolé et étudié le fluor, cette bête féroce parmi les éléments. Par vos travaux, à l'aide de votre four électrique, vous avez résolu l'énigme de la formation des diamants dans la nature. Vous avez soulevé une vague puissante dans tout le monde technique, vague qui n'a pas encore atteint toute sa hauteur. Moissan se vit décerner de nombreuses autres distinctions, tant françaises qu'étrangères, et fut admis, voire élu président, dans plusieurs académies et sociétés savantes. Il atteint ainsi, d'une manière impressionnante, une grande réputation auprès de la communauté scientifique mondiale. Le fluor et ses composés ont et auront encore des applications de grande importance dans de nombreux domaines, comme vont l'illustrer des chercheurs œuvrant dans des laboratoires tant publics que privés. Tout récemment, s'est tenu à l'université Pierre et Marie Curie, ici à Paris, un séminaire du groupement scientifique Réseau du fluor français, un séminaire sur le fluor, donc, dont le thème était la synthèse et réactivité en milieu fluoré. Pourquoi un tel séminaire? Pourquoi le réseau fluor? Eh bien, il y a une dizaine d'années, le CNRS, par la personne du directeur de la chimie, Jean-Claude Bernier, m'a posé la question d'organiser et de structurer les divers groupes travaillant en France sur le fluor, mais dans une très grande variété. Les propriétés étudiées allant de matériaux inorganiques,
pour les batteries lithium, voire pour l'énergie nucléaire, jusqu'à la synthèse de molécules anticancéreuses, antimalaria, allant également la réalisation de polymères fluorés pour l'environnement, pour la protection des monuments et des sites, également pour tout l'aspect nouveaux matériaux pour l'électronique, pour le photovoltaïque, donc une grande gamme de propriétés et d'applications. Et donc c'est comme ça qu'est né le réseau du fluor qui regroupe tous les centres travaillant en France sur le fluor. Le SHFJ, le service hospitalier Frédéric Joliot, est un centre pionnier. Il a été construit dans la fin des années 50 parce qu'un certain nombre de gens avaient à juste titre pensé qu'on pouvait explorer de façon atraumatique, à l'aide de radioéléments, l'intérieur du corps humain. Le principe de la tomographie par émission de positons, c'est de détecter de façon atraumatique, in vivo, le suivi d'une molécule marquée au préalable par un isotope émetteur de positons à vie brève. Il en existe plusieurs, le carbone 11, mais aussi le fluor 18. Donc le fluor 18, c'est un isotope très proche du fluor 19 qu'a connu M. Moissan. Moissan n'a pas pu connaître le fluor 18, c'est un élément artificiel qui est produit par l'homme, aujourd'hui par des cyclotrons biomédicaux, et ceci par des réactions de transmutation nucléaire. Qu'est-ce qui différencie le fluor 18 du fluor 19 ? Simplement la présence d'un neutron supplémentaire qui rend cet atome instable et donc radioactif. Le fluor qu'a connu Moissan était un fluor stable. Quel est le principe de la tomographie par émission de positons et comment détecte-t-on les positons? En fait, une caméra TEP ne détecte pas des positons, elle va détecter l'annihilation du positon émis avec un électron qui conduira à l'émission de 2 photons gamma, 511 kV chacun, qui seront émis à 180 degrés l'un de l'autre. Ce sont ces 2 photons gamma qui vont pouvoir sortir du corps humain et pouvoir être détectés par les couronnes de détection des tomographes par émission de positons. Les molécules marquées au fluor 18 sont des molécules qu'on administre généralement par voie intraveineuse. Ces molécules vont circuler dans le sang et vont venir se fixer sur des récepteurs, sur des organes particuliers, afin d'avoir une application diagnostique. Donc, le fluor 18 a une période radioactive de 109,8 minutes. La grande difficulté pour un chimiste va donc être capable de l'incorporer dans une structure chimique avec cette contrainte de temps non négligeable. Et pour ce faire, et afin de respecter les normes de radioprotection, la plupart des synthèses radioactives vont se faire dans des environnements confinés, ventilés, blindés, souvent des cellules avec des épaisseurs de plomb variant de 5 à 10 cm, équipés d'automates de radiosynthèse, c'est-à-dire des petits modules automatisés, contrôlés par un opérateur à l'extérieur de la cellule blindée, dans laquelle la synthèse va pouvoir s'effectuer. Alors pourquoi quelque part on peut considérer que la radiochimie du fluor 18, un élément radioactif pourtant, est dans la continuité des travaux de Moissan? Tout simplement parce que le fluor 18, comme je vous l'ai dit, n'est qu'un isotope radioactif du fluor 19 et que le fluor 19, on le trouve aujourd'hui dans un grand nombre de composés, des aliments, mais surtout des médicaments. Je vais donc vous parler de mes travaux et des travaux de mon groupe, qu'on peut résumer un petit peu au travers de ce qui est paru dans cet article de revue dans le Journal of Fluorine Chemistry en 2011, à savoir des matériaux fluorés pour la photonique, qui vont des monocristaux au verre en passant par les vitrocéramiques et les céramiques. Si on veut s'attarder un petit peu sur les verres fluorés, leur domaine d'application principal est autour des différentes fonctions qu'on peut trouver en télécommunication optique. Initialement, les fibres optiques fluorées ont été utilisées dans les amplificateurs, dopés avec des terres rares, en particulier l'herbium, pour une émission autour de 1,5 micron. Et aujourd'hui, nous sommes un peu plus tournés vers les céramiques pour des applications très futuristes, puisqu'il s'agit de lasers de très forte puissance moyenne pour la fusion thermonucléaire et en particulier pour l'après-laser mégajoule, qui est une grande opération française. Et maintenant, on se place dans une dimension plus européenne et avec des matériaux capables d'amplifier la lumière très fortement
mais avec des propriétés thermomécaniques très supérieures aux dispositifs existants. Donc les fluorures, en dépit, pour certains, de l'ancienneté, comme je vous l'ai déjà dit, de leur découverte, ont un côté très actuel et en font un sujet aujourd'hui de pointe dans le domaine des applications en photonique, matériaux pour la photonique, que nous développons au sein du laboratoire. Le fluor chez Arkema concerne les gaz fluorés et les polymères fluorés, applications pour lesquelles Arkema détient des positions de leader mondial. Les gaz fluorés trouvent des applications dans les réfrigérants, dans les agents de gonflant de mousse, dans les aérosols, dans les solvants, mais également comme intermédiaire de chimie fine, tandis que les polymères fluorés sont utilisés comme revêtement de câblerie électrique, pour le génie chimique, de surface métallique, de façon générale pour tout milieu agressif. Le fluor et Arkema ont une longue histoire commune, notamment sur le site de Pierre-Bénite, sur lequel nous nous trouvons, ce qui nous a permis de développer des procédures de sécurité extrêmement rigoureuses et efficaces, tant à l'échelle du laboratoire que sur les unités de fabrication. Le fluor chez Arkema est intrinsèquement lié à une problématique environnementale. Citons par exemple le marché des réfrigérants, qui a connu de nombreuses réglementations qui ont conduit à l'interdiction des CFC, ces gaz destructeurs de la couche d'ozone. Et pour les perfluorants fluorés, ces polymères rentrent dans l'application de nombreuses écotechnologies, comme par exemple des matériaux pour batteries ou des revêtements pour les panneaux photovoltaïques. Mais le fluor chez Arkema, c'est l'avenir, car nous développons dans nos centres de recherche de nombreuses et nouvelles applications. Citons par exemple une nouvelle génération de gaz fluorés qui non seulement ne détruiront pas la couche d'ozone, mais qui ne contribueront plus à l'effet de serre. Citons également les gaz fluorés pour l'électronique, dont les applications concernent les ordinateurs par exemple. Et enfin, des nouveaux procédés de séparation comme les membranes. Il nous aurait aussi fallu parler de l'équipe SOFT de l'Institut Charles Sardron à Strasbourg, qui focalise ses recherches sur la conception, la fabrication, la caractérisation et l'évaluation de systèmes dispersés moléculaires auto-assemblés fluorés fonctionnels, synthétise sur mesure les composants hautement fluorés nécessaires à l'élaboration de ces matériaux et exploite les propriétés spécifiques, superhydrophobie, lipophobie, rigidité, propriétés de surface, etc., induites par les chaînes fluorées. Tout comme du groupe chimique Solvay, qui fêtera ses 150 ans en 2013, très présent en France aussi bien dans les polymères fluorés que dans les réfrigérants et les dérivés fluorés aliphatiques, et créateur d'un nouveau concept de mini-usine comportant quelques cellules d'électrolyse d'HF anhydre suivies par des modules de purification pour produire du fluor gazeux chez ses clients, qu'il a mis en œuvre avec son partenaire Air Liquide dans une co-entreprise baptisée Fidelio-Chem et de bien d'autres encore. Une place à part doit être faite à Henri Moissan et le fluor en ce qui concerne l'industrie nucléaire. Rappelons à titre préliminaire que Moissan, grâce à un procédé de laboratoire de son invention, put fournir une petite quantité d'uranium purifié à Henri Becquerel, ce qui permit à celui-ci de découvrir la radioactivité naturelle. Marie Curie, qui compta Moissan parmi les membres de son jury de thèse, en bénéficia tout autant avant sa découverte du radium. Alors toutes ces activités de diversification, pour des raisons de ressources nécessaires pour construire de nouvelles usines et les exploiter, qui sont en cours de réalisation, ce qu'on appelle le projet Comurex 2, nous avons arrêté nos procédés de diversification. Mais à côté, nous avons toujours eu le produit majoritaire, l'hexafluorure d'uranium, UF6, que nous continuons à fabriquer et pour lequel c'est un produit essentiel pour le cycle du nucléaire. Alors il est essentiel sur Tricastin puisqu'il intervient dans la préparation, il fait intervenir la préparation du fluor par électrolyse, le fluor servant à fabriquer l'UF6 par réaction avec l'UF4 que nous fabriquons dans notre usine de Narbonne.
Cet UF6 est ensuite indispensable pour l'enrichissement. Et une fois qu'on a enrichi, effectivement, on va avoir de l'UF6 enrichi, mais également de l'UF6 appauvri. Cet UF6 appauvri, nous nous en chargeons également au Tricastin. Nous avons un procédé tout à fait unique que nous vendons d'ailleurs à l'export et qui est la défluoration, où nous transformons l'UF6 appauvri en oxyde d'uranium et en acide fluorhydrique en solution qui est écoulé sur le marché pour la chimie et afin de refaire de l'acide fluorhydrique en hydrant. Pour conclure, nous avons demandé à quelques-uns des participants à ce documentaire de résumer brièvement ce qu'ils jugent essentiel dans la vie et l'œuvre d'Henri Moissan, qui fut, est et restera un de nos grands scientifiques. Eux, comme nous, espérons l'avoir un peu sorti de la pénombre. Pour le salon Industrie Paris 2012, j'ai été amenée à écrire pour la Chambre syndicale des carburiers l'histoire des carbures. C'est au cours de ce travail que ma sœur et moi avons découvert le chimiste français Henri Moissan qui a obtenu du carbure de tungstène. D'emblée, ce personnage nous a séduits, avec notre père plusieurs points communs, la chimie, la physique, la construction d'un four et la passion d'innover. Alors j'enseigne la chimie au lycée Henri Moissan à Meaux et pour moi c'est vraiment un honneur d'enseigner la chimie dans un lycée qui porte le nom du premier chimiste français à avoir obtenu le prix Nobel de chimie. Monsieur Henri Moissan était un très grand expérimentateur et cette partie de la chimie, à savoir les travaux pratiques, l'expérimentation, est quelque chose qui moi m'a beaucoup plu dans ma scolarité et que j'essaye de transmettre à mes élèves. Henri Moissan, pour moi, c'est tout d'abord l'un des anciens maîtres de cette maison qui a fondé une école de chimie des hautes températures qui, pendant près d'une centaine d'années, s'est développée dans le laboratoire de chimie minérale de la faculté de pharmacie de Paris. Et donc nous avons conservé dans la faculté un certain nombre de souvenirs d'Henri Moissan, de ses travaux scientifiques, son prix Nobel, des appareils de laboratoire, un four électrique, qui sont actuellement regroupés dans un petit musée que nous espérons bien d'ici quelques années voir se développer. Tous les groupes de recherche travaillant aujourd'hui, en 2013, sur le fluor et les produits fluorés sont tout à fait conscients de tout ce qu'ils doivent à Henri Moissan et que cette fameuse découverte en 1886 de l'isolement du fluor a permis les avancées qui aujourd'hui parsèment notre vie de tous les jours. Ce que je trouve fascinant dans la vie de Moissan, c'est cette carrière qui commence comme apprenti horloger et qui se termine par le prix Nobel. Rien de tout cela n'aurait été possible sans le diplôme de pharmacien de deuxième classe, qui a également été bénéfique à d'autres savants de l'époque, comme par exemple Béal. Cette ascension sociale et intellectuelle de Moissan serait-elle aujourd'hui possible? Des travaux d'Henri Moissan, c'est qu'en dépit de l'ancienneté de la découverte d'un certain nombre de composés fluorés, aujourd'hui, parce qu'on les étudie sous des formes nouvelles, par exemple la fluorine sous forme d'une céramique transparente et non plus d'un cristal, ces travaux gardent une actualité tout à fait impressionnante et sont au cœur de nos recherches d'aujourd'hui. Et je voudrais conclure en disant que, au fond, Moissan a été pour moi un immense physico-chimiste, au sens où il a su utiliser les théories émergentes à son époque pour les appliquer à la résolution de questions que se posent les chimistes. Le prix Henri Moissan fut décidé en 1986 à l'occasion d'un symposium international sur le fluor qui se tenait à Paris et qui, d'une certaine manière, célébrait la découverte du fluor, l'isolement pour la première fois du fluor par Henri Moissan en juin 1886. Ce prix prestigieux est décerné tous les 3 ans
à des chercheurs qui ont œuvré dans le domaine de la chimie du fluor et qui, d'une certaine manière, poursuivent ainsi l'œuvre de Moissan.